قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue dans ce deuxième podcast consacré au féminisme, à Niswiya. Dans la première partie, on avait vu le développement de cette idéologie, en quoi est-ce qu'elle était radicalement contradictoire à l'islam sur le plan de son dogme, sur le plan de ses principes, sur le plan de ses objectifs. On avait également vu comment cette idéologie avait émergé en Occident progressivement à la faveur d'un certain nombre d'épisodes. On avait ensuite vu comment ce féminisme s'est introduit, ou plutôt a été introduit dans le monde musulman, que ce féminisme est fondamentalement lié à la colonisation occidentale, qu'il en a été un des outils, un des stratagèmes, et qu'il a aussi été favorisé par un certain nombre de mutations comme l'urbanisation et le développement de la presse. Nous avons aussi vu que la première forme de ce proto-féminisme, qui était plutôt un mouvement féminin qu'un mouvement féministe, était relativement modéré et que de nombreuses femmes, s'inscrivant encore relativement dans un logiciel traditionnel et relativement intégré à la culture arabo-musulmane de l'époque, avaient défendu l'accès des femmes musulmanes à l'instruction et à l'éducation sans remettre en question les principes fondamentaux de la charia. Enfin, on avait vu que cette première forme de proto-féminisme, de mouvement féminin, s'était illustrée dans le mouvement de résistance à la colonisation, et que de nombreuses femmes musulmanes se sont politisées à la faveur de ces révoltes et de ces mouvements de contestation. Et donc on était encore, à cette époque, dans la recherche d'une voie propre à un mouvement féminin arabo-musulman qui refusait de singer et de copier servilement le féminisme qui s'était déployé en Occident. On s'était également quitté sur la date de 1919, on avait vu que lors d'une manifestation au Caire, des femmes musulmanes, militant dans ces mouvements anticoloniaux, avaient été abattues par les soldats britanniques, notamment la résistante Hamida Khalil. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il faut savoir que cet événement va être récupéré et instrumentalisé par les élites politiques égyptiennes ultérieurement, 1919. En mars, on va décréter une journée, il y avait déjà la journée internationale de la femme le 8 mars, qui avait été mise en place à l'époque par les communistes. Et en Égypte, on va commémorer cette journée où des femmes martyrs ont été abattues par les Britanniques, en faisant la journée de la femme égyptienne. Et il faut bien comprendre que dans l'histoire du monde musulman contemporain, les autorités, notamment laïques et ensuite socialistes, vont très largement instrumentaliser la mémoire de ce premier mouvement féminin en le présentant comme absolument féministe, alors qu'on a vu que les choses étaient plus complexes. Et donc aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va étudier et évoquer la deuxième phase de ce mouvement féminin qui va devenir très clairement féministe et surtout qui va emprunter le chemin de la mécréance. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est clairement une idéologie de kufr. Et il est indispensable de connaître la généalogie de ce féminisme radical, parce que les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui dans les communautés musulmanes, que ce soit en Occident ou dans le monde arabe, c'est très exactement les conséquences de ce féminisme qu'on va évoquer aujourd'hui et des personnalités qui en ont fait la promotion. Donc cette seconde phase du féminisme, qui devient un véritable féminisme de combat anti-islam, il débute à peu près dans les années 20, entre les années 15 et les années 20, essentiellement après l'épisode qu'on a mentionné, et il va se déployer pleinement dans les années 30. أشهد أن لا إله إلا الله. Il y a un certain nombre de grandes figures de l'histoire de ce féminisme arabo-musulman qu'il est important de connaître, on va les évoquer brièvement, et vous verrez que le point commun entre toutes ces figures, c'est d'avoir été formées
par les Occidentaux, et même, pourrait-on dire, pour les Occidentaux. La figure la plus importante du féminisme dans le monde arabo-musulman, c'est une égyptienne, et c'est pas étonnant puisque l'Égypte, vous avez pu le constater dans la première partie, c'est un territoire décisif de l'histoire islamique. L'Égypte, depuis les conquêtes des Sahaba radiyallahu anhum jusqu'à l'histoire politique contemporaine liée à l'action des frères musulmans, au coup d'État contre Mohamed Morsi, à la gouvernance du maréchal Sissi, l'Égypte a toujours été un terrain fondamental des guerres idéologiques, al-Hurub al-Fikriya, contre l'islam. Et ça a été également le terrain d'action de nombreux ulama qui ont tenté de résister intellectuellement, scientifiquement, aux évolutions qu'ils constataient dans la société égyptienne et plus globalement dans le monde arabo-musulman. Donc ce féminisme, qui va se développer de manière déchaînée dans les années 20, il va être massivement soutenu par les Occidentaux et incarné par certaines figures. La femme la plus importante, c'est une égyptienne qui s'appelle Huda Sha'rawi. Huda Sha'rawi, qui est née à la fin du 19e siècle, en 1879, qui va mourir après la Seconde Guerre mondiale, et qui va être la tête de proue, la tête de gondole, la leader de ce féminisme dans le monde musulman. C'est une fille d'une bonne famille égyptienne et qui va étudier en France. Tiens, la France va être vraiment la puissance promotrice du féminisme an-niswiya dans le monde arabo-musulman et elle va se servir de la figure de Huda Sha'rawi. Elle a été séduite par le système d'éducation occidental. Elle a reçu quand même une éducation islamique relativement traditionnelle. Les femmes à l'époque ne peuvent pas s'émanciper, même quand elles le souhaitent, de l'éducation coranique traditionnelle. Donc elle connaît certaines choses liées à l'islam, elle a une certaine culture islamique, mais elle va être influencée par ses études en France. Elle parlera d'ailleurs le français quasiment comme langue principale en Égypte. Elle en fera la promotion. Le français qui était une langue très influente dans les grands salons littéraires du Caire, où va se développer ce deuxième féminisme, ou plutôt ce premier féminisme radical. Et Huda Sha'rawi va assister à une conférence sur le droit des femmes à Rome en 1923. Elle va revenir au Caire, donc on est après l'indépendance du pays, en 1922, et elle va se dévoiler publiquement. On sait que Huda Sha'rawi a été en contact avec des féministes occidentales et européennes, comme Rosa Luxembourg ou Alexandra Kollontai en Union soviétique. Huda Sha'rawi a une autre particularité, c'est qu'elle a participé au premier mouvement qu'on avait évoqué lors du podcast précédent, An-Nisa'iyat. Dans ces premiers mouvements, encore relativement orthodoxes. Et à cette époque-là, elle était voilée et elle ne remettait aucunement en question les préceptes de la charia et la supériorité de la loi islamique sur les idéologies occidentales modernes. Elle va se faire laver le cerveau par les élites du féminisme européen, revenir et déclarer la guerre à l'islam et au hijab. Le hijab a toujours été un symbole de la lutte des féministes contre l'islam. C'est l'un des moyens pour les féministes de détruire l'identité islamique et de s'attaquer au fondement de la religion. النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Dans les années 1930, Huda Sha'rawi va organiser des cérémonies de dévoilement au Caire, de tabarruj, dans les rues du Caire, qui vont faire le bonheur de la presse occidentale qui relaiera ces événements en les présentant comme l'aube d'une nouvelle ère dans le monde musulman. Huda Sha'rawi est clairement la mère de ce féminisme musulman, mais il va être incarné par d'autres figures, notamment une Libanaise très importante qui s'appelle Nazira Zeyneddin, qui est une Libanaise Druze qui agit dans la première moitié du XXe siècle comme Huda Sha'rawi. Les Druzes, c'est une secte qui s'affilie à l'islam et qui est proche du chiisme, une secte mécréante. Et Nazira Zeyneddin va elle aussi recevoir une éducation islamique d'abord, mais très vite fréquenter les cercles de la bourgeoisie libanaise et être éduquée, comme Huda Sha'rawi, par les Français, en l'occurrence dans une école catholique française des jésuites au Liban.
Nazira Zaineddine, elle va jouer un rôle considérable dans le monde musulman, puisque c'est la première à écrire un livre d'envergure, promu par les Français dans la région du Cham, qui s'appelle As-Sufur wal Hijab, qui va être traduit par pour ou contre le voile. Et vous imaginez bien que Nazira Zaineddine va considérer ce voile comme étant facultatif, absent du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Certains hommes ont considéré qu'on ne pouvait préserver la femme qu'en l'avilissant, en la maintenant dans l'ignorance et la servitude, qu'en la privant de sa liberté, en l'enfermant, dérobée au regard dans sa maison, en faisant tomber un voile sur son visage. Ce livre, qui est publié en 1928, va connaître un grand succès dans les élites de ces grandes métropoles qu'on a évoquées dans la première partie. Et Huda Sha'rawi collaborera avec Nazira Zaineddine. La troisième figure importante, cette fois-ci nous amène au Maghreb, c'est Habiba Menchari. Habiba Menchari, c'est une Tunisienne qui appartient elle aussi à la petite bourgeoisie de Tunis, qui va épouser un soldat qui a combattu dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Et Habiba Menchari, elle aussi, a été influencée par le modèle français. Elle a reçu aussi une éducation traditionnelle, mais qu'elle va vite jeter à la poubelle. Elle milite pour le parti socialiste de l'époque en Tunisie, l'équivalent de la branche de la SFIO, le parti socialiste, donc à Tunis. Et elle va organiser, elle, des conférences pour lutter contre le patriarcat, l'oppression que les femmes subissent, sur un modèle très clairement occidental. Elle organise à Tunis une grande conférence intitulée « La femme musulmane de demain pour ou contre le voile ». Et donc à nouveau, l'idée c'est de dénoncer l'oppression terrible que les femmes subiraient, non pas seulement des hommes, mais même de la loi islamique et de la charia elle-même. Dans les journaux français de l'époque, on célébrera là aussi ces conférences organisées par Habiba Menchari, qui est un personnage important. D'ailleurs, les trois que je viens de mentionner sont enseignés dans les établissements scolaires de ces trois pays et une promotion très active est faite auprès des élèves des établissements scolaires de ces États pour valoriser ces figures-là et les présenter comme des étendards de la modernité et de la libération des sociétés arabo-musulmanes de l'archaïsme. Vous remarquerez que, et c'est l'un des paradoxes du féminisme, c'est qu'il prétend lutter contre le patriarcat, mais adopte une position paternaliste vis-à-vis des musulmanes voilées, puisque le paternalisme consiste à contraindre au nom du bien, au nom de l'intérêt de la personne qu'on cherche à contraindre, et donc le féminisme entretient un lien évident avec une forme de paternalisme. Et donc ces trois femmes qui copient le féminisme qui se développe en Occident ne cherchent plus du tout à adapter une forme de mouvement pour l'émancipation, pour la scolarisation, pour l'instruction des femmes, comme le faisaient leurs camarades précédentes. Au contraire, elles se font les promotrices d'un féminisme qui relève de la mécréance et qui est absolument de A à Z étranger à la tradition islamique. Ce féminisme maximaliste, radical qui se développe va donc évidemment être massivement promu et sponsorisé par les Occidentaux, au premier rang desquels les Français, qui vont financer des imprimeries où vont être édités ces livres, des associations qui vont faire la promotion du féminisme, la scolarisation dans les établissements français, ce qui a toujours été une stratégie du soft power républicain, encore aujourd'hui dans le monde arabe, notamment dans le Golfe, et les Français et les Anglais vont aussi soutenir un certain nombre d'intellectuels qui vont soutenir ce mouvement féminin et lui donner une caution scientifique et donc masculine. L'ouvrage le plus connu, l'ouvrage précurseur dans le monde musulman écrit par un homme, c'est le livre de l'Égyptien très francophile formé par la France, Qasim Amin, qui est un journaliste et écrivain égyptien et qui va écrire un ouvrage qui a connu un succès chez les élites arabo-musulmanes et qui a joué un rôle dans leur lavage de cerveau, qui s'appelle Tahrir al-Mar'a. Tahrir al-Mar'a, la libération de la femme. Et évidemment, dans ce livre, Qasim Amin va condamner le voile, va condamner la notion d'héritage dans la charia, va appeler à la mise au travail des femmes, à leur valorisation, à leur intégration dans les milieux politiques,
et va également lutter contre la polygamie. Qasim Amin sera massivement promu par l'homme dont on a parlé dans le podcast précédent, Evelyn Baring, qui a été gouverneur d'Égypte, et par ses successeurs, y compris le roi d'Égypte Farouk, car l'occidentalisation de l'Égypte a continué et s'est même accélérée après l'indépendance. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. De nombreuses autres figures masculines vont faire la promotion de ce féminisme. J'en citerai une autre en Tunisie, un syndicaliste, un homme politique, un intellectuel très influent dans la société, dans la bourgeoisie tunisienne de l'époque, qui s'appelle Tahar al-Haddad. Tahar al-Haddad, c'est un syndicaliste proche des socialistes, qui va défendre très tôt des positions qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et qui va appeler à une réforme totale du patrimoine islamique et du patrimoine scientifique et jurisprudentiel islamique, et qui va écrire un ouvrage qui s'appelle Imra'atuna fi shari'ati wal mujtama', notre femme dans la législation islamique et dans la société. Et il va défendre l'idée d'une émancipation de la femme, à nouveau sur un modèle occidental. Il sera marginalisé par les ulama de l'université de Tunis de Zaytouna, mais connaîtra un certain succès et va influencer le futur président de la République tunisienne après la Seconde Guerre mondiale, Habib Bourguiba. بدأناه من صفر منذ نصف قرن وقت اللي ما كان يأمن حد بالاستقلال والسيادة التونسية. Donc ce qu'on peut retenir à ce stade, c'est que ce second féminisme n'a plus rien à voir avec le premier mouvement féminin qui avait émergé, qui avait tenté de faire valoir une parole autonome dans le monde arabo-musulman, mais copie intégralement le féminisme en Occident. On peut voir aussi à ce stade que donc les grandes figures du féminisme, qu'elles soient femmes ou hommes, ont été promues par les Occidentaux et même ont été formées par et pour eux. Malgré l'indépendance en Égypte, et évidemment en Syrie, au Liban, on n'a pas encore d'indépendance, la colonisation va se servir, s'appuyer sur ces nouveaux intellectuels qui permettent de modifier en substance la société arabo-musulmane, de transformer sa psychologie, son imaginaire, comme on l'avait vu dans la première partie, et c'est très certainement un objectif de la colonisation. Et c'est pour ça que le féminisme ne peut pas être conçu simplement comme une idéologie, c'est un instrument politique. Et l'histoire du féminisme nous montre que c'est un instrument politique utilisé par des hommes contre d'autres hommes. Lorsqu'on va avoir les mouvements d'indépendance dans les années 50 et 60, et que va se développer le socialisme panarabe laïque en Égypte, en Syrie, avec le parti Baas qui faisait la promotion du panarabisme, c'est-à-dire réunir les Arabes dans une seule et même grande nation laïque, et ce panarabisme laïque qui va être incarné par des grandes figures de la deuxième moitié du XXe siècle, comme Nasser en Égypte ou Hafez al-Assad en Syrie, qu'Allah les maudisse. Et ces dirigeants vont se servir de ce féminisme pour s'opposer aux islamistes, comme ils vont les qualifier, c'est-à-dire les musulmans sunnites, qui condamnaient simplement une gouvernance qui non seulement s'éloignait, mais même qui niait la charia. Et donc le féminisme n'a jamais pu être autre chose qu'un instrument politique, tantôt dans la main des colonisateurs, tantôt dans la main des dirigeants laïcs et des dictateurs du monde arabe, qui, colonisés d'ailleurs eux-mêmes mentalement, psychologiquement, sur le plan éducatif, sur le plan politique, sur le plan militaire par l'Occident, vont récupérer cet outil pour lutter contre leurs opposants, à savoir tout simplement les musulmans, les universités islamiques traditionnelles, la société musulmane. Donc ce féminisme n'a jamais eu d'autonomie. D'ailleurs vous avez un cheikh actuel qui est très intéressant, très pertinent, qu'Allah le préserve, qui s'appelle Bassam Al-Shatti au Koweït, qui organise des conférences, des séminaires sur cette question du féminisme, qui est l'une de ses spécialités. Et le cheikh Bassam Al-Shatti a bien montré que ce féminisme, qui s'est donc épanoui dans les années 20 et les années 1930, va se développer et se répandre aux quatre coins du monde après la Seconde Guerre mondiale, avec l'hégémonie américaine, et qu'il va être soutenu, promu par des conférences internationales, des grandes ONG comme Amnesty International, qui vont se servir de ce féminisme pour violer la souveraineté des États musulmans et leur dicter des politiques qui vont dans le sens d'une libéralisation toujours plus grande
de la société et une promotion toujours plus maniaque et fanatique du féminisme, toujours avec le même objectif, pour détruire l'identité islamique traditionnelle qui pose un problème à l'organisation du monde promue par les institutions internationales sous domination anglo-américaine et sioniste. On ne réforme pas l'islam en France, mais on réforme l'islam tout court. Donc la réforme de l'islam est nécessaire si on a envie que l'islam soit compatible avec les valeurs de la liberté et de l'égalité. Donc le féminisme est devenu même aujourd'hui un instrument de géopolitique. Et on reviendra sur ces manipulations contemporaines. Alors ceci étant, est-ce qu'il y a eu des résistances islamiques contre ce féminisme? La réponse est oui. Le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde musulman et en Occident, c'est que ces musulmanes, dont je parlerai dans les prochains podcasts, incha'Allah ta'ala, qui ont lutté contre le féminisme, sont très peu connus. Car oui, des musulmanes savantes, formées dans les universités islamiques, avec des parcours traditionnels, qui se sont émancipées de la dictature éducative occidentale qui commençait à se répandre dans ces grandes métropoles, ont combattu le féminisme. Elles l'ont même réfuté avec des arguments, elles ont prêché contre, elles ont organisé, elles se sont démenées au quotidien dans une da'wa pour lutter contre ce virus mortel pour l'islam et les musulmans. Et pourquoi est-ce que c'est très important de connaître ces musulmanes? Hind Shalabi, Ni'mat Sidqi, Rahma al-Yunusiya, qu'Allah leur fasse miséricorde. Aujourd'hui, on a de très nombreux problèmes dans notre communauté musulmane, que ce soit en Occident ou dans le monde arabe. Et les femmes de notre communauté sont clairement travaillées par des idéaux féministes. Et ces idéaux féministes mènent inévitablement et de manière graduelle au kufr et à la mécréance. Ce féminisme diffuse des shubuhat, des ambiguïtés qui font douter de la véracité de l'islam, de la véracité de son modèle, de la véracité de sa révélation, de la révélation d'Allah, exalté soit-il. Il est donc déterminant, absolument capital de connaître ces figures musulmanes anti-féministes. Aujourd'hui, on peut le regretter, de très nombreuses musulmanes ne peuvent plus entendre une critique du féminisme si elle est proposée par un homme. C'est malheureux, on peut le regretter, mais c'est une réalité qu'on constate au quotidien. Et ces figures musulmanes de la lutte contre le féminisme ont beaucoup à nous apprendre, au-delà de leur production théorique qui est considérable, puisqu'elles ont écrit des articles, des ouvrages, qui ont eu un retentissement certain dans le monde musulman à l'époque, aujourd'hui oubliés, ont vraiment un rôle à jouer et peuvent être fondamentales dans une da'wa adressée aux musulmanes pour contrer ce fléau. Ces femmes ont sacrifié leur vie pour la religion d'Allah, elles ont lutté corps et biens contre ce virus qu'est le féminisme, ont défendu le hijab, ont défendu l'identité islamique, ont défendu le Coran et la tradition du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, et il est fondamental de connaître leur parcours, et c'est pourquoi les prochains podcasts seront consacrés à ces musulmanes contre le féminisme. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين